À 17h43, un jet privé sans logo se pose à Ouagadougou. Aucun officiel burkinabé n'accueille la délégation, mais un convoi blindé l'attend déjà, signe que l'essentiel se joue loin des caméras. Dans ce vide géopolitique, l'offre venue de Washington ressemble moins à une aide qu'à un échange sec. Minerais stratégiques contre armes, drones et renseignements avec un accès direct contournant l'État. Alors, qu'est-ce que ce marchandage change pour la souveraineté et la sécurité quotidienne et pourquoi Ibrahim Traoré suspend-il les discussions dès que la ligne rouge apparaît? Cette séquence n'est pas un simple épisode diplomatique, mais une promesse éditoriale claire. Comprendre ce qui se négocie quand tout se fait hors micro. L'enjeu est direct pour le spectateur. Saisir comment des décisions prises dans des bureaux fermés peuvent déterminer la sécurité, l'économie et la souveraineté de millions de personnes en quelques mois. À travers les faits disponibles, il s'agit d'examiner pourquoi l'Alliance du Sahel et Ibrahim Traoré en particulier perçoivent certaines offres étrangères comme un risque structurel plutôt qu'un soutien. Le cœur du sujet tient en une question. Jusqu'où accepter l'urgence militaire sans perdre le contrôle des ressources et des règles nationales? Ce récit promet d'aller au-delà des discours idéologiques, de confronter données, choix stratégiques et conséquences humaines afin de donner au public les clés pour juger si refuser un accord peut parfois protéger davantage qu'accepter une aide immédiate. Il pose aussi le cadre des révélations à venir, en reliant décisions militaires, équilibres régionaux et effets concrets sur la vie quotidienne. Mini révélation d'abord. En 2023, près de 79% des recettes d'exportation du Burkina Faso provenaient des ressources minières et plus de 60% des équipements militaires récents ont été obtenus par des échanges directs hors circuits occidentaux. Ces deux chiffres suffisent à comprendre pourquoi toute négociation sur l'accès aux mines est perçue comme existentielle par l'Alliance du Sahel. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'affronte pas une proposition parmi d'autres, mais une remise en cause du mécanisme même qui soutient l'effort sécuritaire depuis 2 ans. Pour situer le contexte, il faut revenir au moment où les forces françaises ont quitté la région. Leur départ a créé un vide stratégique que beaucoup pensaient synonyme d'isolement. Or, ce vide s'est rapidement rempli, non par de grands sommets publics, mais par des initiatives discrètes, ciblées et transactionnelles. Les discussions évoquées ces derniers jours s'inscrivent dans cette logique. Plus de rhétorique démocratique, mais des contrats calibrés pour produire des effets rapides sur le terrain. Cependant, derrière la promesse d'efficacité immédiate se cache un changement de nature de la coopération. L'offre américaine décrite par plusieurs sources proches du dossier ne passerait ni par les parlements, ni par les circuits fiscaux classiques. Elle instaurerait des couloirs logistiques autonomes, échappant au contrôle direct des États. C'est précisément ce point qui transforme une aide militaire en enjeu de souveraineté. Dans les capitales sahéliennes, cette proposition a été interprétée comme un test. Non pas un test de loyauté idéologique, mais un test de résistance institutionnelle. Accepter, c'était sécuriser des livraisons rapides, mais aussi admettre une juridiction parallèle sur des portions sensibles du territoire. Refuser, c'était prendre le risque d'une pression accrue, tout en protégeant l'unique levier économique disponible. Ainsi, ce qui s'est joué à huis clos n'est pas un marchandage ponctuel, c'est la confrontation entre deux visions du temps, l'urgence tactique contre la construction lente d'une autonomie stratégique. Et c'est dans cet intervalle que se situe la décision d'Ibrahim Traoré, perçue par certains comme un pari, par d'autres comme une ligne de cohérence. Pour mesurer l'effet immédiat de ces choix, il faut quitter les salles de réunion et suivre un acteur de terrain. Dans le nord du Burkina Faso,
Une unité locale des forces de défense a récemment dû abandonner un poste avancé, pourtant reconquis au prix de lourds combats, faute de munitions livrées à temps. Ce repli n'a pas seulement modifié une ligne sur une carte, il a rouvert un couloir aux groupes armés et fragilisé la confiance des civils voisins. Ibrahim Traoré est informé de ce type d'incident par des rapports directs, sans filtre diplomatique. Un nom revient alors dans les notes internes. Le commandant Zongo, chargé du renseignement sur le front Est. Selon plusieurs témoignages, c'est lui qui a fait remonter l'alerte la plus claire sur les conséquences d'une dépendance logistique mal encadrée. Dans son analyse, accepter une aide conditionnée pouvait résoudre un problème ponctuel, mais créer une vulnérabilité durable si cette aide était suspendue ou utilisée comme levier politique. Les effets se sont fait sentir rapidement. Après le retrait du poste, des marchés hebdomadaires ont fermé, des familles ornées ont repris la route vers les centres urbains et les axes nocturnes ont de nouveau été contrôlés par des groupes armés. En quelques jours, une reconquête patiemment construite a vacillé. Ce type de séquence explique pourquoi, pour Ibrahim Traoré et ses conseillers, la question n'est pas seulement militaire, mais profondément sociale. L'impact précoce est là. Chaque décision stratégique se traduit presque immédiatement dans la vie quotidienne. Sécurité, mobilité, confiance collective sont liées à la stabilité logistique. Et c'est précisément ce lien direct entre choix politique et conséquences humaines qui donne tout son poids au refus d'un accord jugé déséquilibré. Le point de bascule intervient quelques jours avant l'arrivée des émissaires américains, dans un contexte déjà tendu sur le terrain. Une unité des forces de défense engagée dans une zone récemment sécurisée signale un retard critique dans la livraison d'équipements promis depuis l'étranger. Ce décalage logistique, apparemment technique, déclenche une chaîne d'effets immédiats. Le poste avancé est évacué, les groupes armés regagnent du terrain et la population civile commence à douter de la capacité de l'État à tenir ses positions sans appui extérieur stable. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode agit comme un rappel brutal. L'urgence militaire ne peut pas être dissociée du contrôle des moyens. C'est dans ce climat que le jet privé sans insigne atterrit à Ouagadougou. Aucun communiqué, aucune image officielle. Les discussions s'ouvrent à huis clos avec un discours centré sur la rapidité d'exécution et l'efficacité opérationnelle. Les représentants américains mettent en avant des livraisons immédiates d'armes, de drones et de capacités de renseignement présentées comme une réponse directe à la pression exercée par les groupes armés. La proposition est structurée pour frapper vite, contourner les lenteurs administratives et produire des résultats visibles en quelques semaines. La montée en tension se joue sur les détails du texte. Selon plusieurs sources, l'accord ne prévoit pas de validation parlementaire et crée des couloirs logistiques échappant au contrôle fiscal des États sahéliens. En échange, un accès préférentiel aux ressources minières est exigé sans passer par les circuits étatiques classiques. Cette architecture contractuelle transforme l'aide militaire en levier économique direct. Pour Ibrahim Traoré, habitué aux négociations sous pression depuis la rupture avec la France, le signal était clair. L'efficacité promise a un prix structurel. La situation atteint son point culminant lors d'une réunion extraordinaire à Ouagadougou réunissant les chefs d'état-major des pays de l'Alliance du Sahel. Pas de caméra, pas de déclaration publique, mais un dispositif de sécurité renforcé autour de la présidence. Les militaires reconnaissent la difficulté croissante des opérations sur le terrain et la tentation d'un soutien immédiat. Pourtant, un détail technique fait basculer l'ambiance. L'instauration de zones logistiques autonomes assimilables à une juridiction parallèle sur des portions du territoire national. Le premier refus est exprimé par un haut responsable militaire malien dont la déclaration est rapidement transmise aux autres capitales.
Le message est simple. Chasser une tutelle pour en accepter une autre, sous une forme différente, n'est pas une option. Quelques heures plus tard, Ibrahim Traoré fait suspendre l'ensemble des négociations. La décision est nette, sans communiqué détaillé, mais suffisamment claire pour être interprétée comme un gel immédiat. Les répliques ne tardent pas. Des spéculations apparaissent dans les médias internationaux, évoquant un rejet définitif de l'offre américaine. À Ouagadougou, une manifestation spontanée rassemble plusieurs centaines de personnes devant le ministère des Affaires étrangères, brandissant des pancartes appelant à la défense des ressources nationales. À Washington, le silence officiel contraste avec des signaux internes indiquant une remise en question de la stratégie régionale. Cette séquence, du déclenchement logistique à la suspension politique, révèle une dynamique centrale. Chaque étape renforce l'idée que la décision d'Ibrahim Traoré ne relève pas d'un geste idéologique, mais d'une lecture cumulative des risques. L'événement n'est pas isolé, il s'inscrit dans une succession de choix où l'urgence, la souveraineté et la mémoire des dépendances passées s'entrechoquent, préparant le terrain aux preuves chiffrées qui vont suivre. La base de départ est connue des décideurs sahéliens, l'économie burkinabé repose largement sur l'extraction. En 2023, 79% des recettes d'exportation nationales provenaient de l'or, du manganèse et du lithium. Ce chiffre n'est pas qu'un indicateur macroéconomique. Il signifie que toute modification des règles d'accès à ces ressources agit directement sur la capacité de l'État à financer ses politiques publiques et son effort sécuritaire. Pour Ibrahim Traoré, cette dépendance concentrée transforme chaque négociation minière en décision stratégique de premier rang. Le deuxième indicateur éclaire l'évolution récente du modèle militaire. Selon une note interne de l'état-major sahélien, plus de 60% des équipements utilisés dans les opérations de reconquête entre 2022 et 2024 ont été acquis par des échanges directs de ressources contre matériel, principalement avec des partenaires non occidentaux. Cette évolution marque une rupture avec les circuits financiers classiques. Elle a permis d'éviter certains gels bancaires et de maintenir un flux logistique malgré les tensions diplomatiques. En clair, l'autonomie militaire actuelle repose sur une articulation directe entre ressources naturelles et capacités opérationnelles. Le troisième chiffre permet de mesurer l'impact humain de cette stratégie. D'après les données compilées par l'Institut sahélien d'études stratégiques, les zones reprises aux groupes armés entre 2022 et 2024 ont connu une baisse de 47% des déplacements internes de population. Cette diminution n'est pas marginale. Elle traduit un lien tangible entre contrôle territorial, sécurité perçue et stabilité sociale. Moins de déplacements forcés signifie des marchés qui rouvrent, des écoles qui fonctionnent à nouveau et une reprise progressive de l'activité locale. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire. La situation de départ était celle d'une forte dépendance aux ressources minières pour financer l'État. L'évolution montre une utilisation assumée de ces ressources pour soutenir directement l'effort militaire sans intermédiaire extérieur dominant. Le résultat observable est une amélioration relative de la stabilité humaine dans certaines zones clés. Ce passage de la base à l'évolution explique pourquoi l'introduction d'un nouvel acteur avec une logique transactionnelle plus intrusive est perçue comme un facteur de rupture. L'offre américaine telle que formulée ne s'inscrivait pas dans ce schéma progressif. En exigeant un accès direct et préférentiel aux ressources hors contrôle parlementaire et fiscal, elle risquait de capter le levier même qui finance aujourd'hui l'autonomie sécuritaire. À court terme, quelques livraisons rapides pouvaient renforcer certaines opérations. À moyen terme, la perte de maîtrise sur les recettes minières
aurait réduit la capacité de l'État à arbitrer librement ses priorités. Ces chiffres ne disent pas que le modèle actuel est sans coût ni fragilité. Ils montrent toutefois qu'il produit des effets mesurables sans appui militaire occidental structurant. C'est cette cohérence interne qui pèse dans la balance au moment de décider. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, la question devient alors simple dans sa formulation, mais lourde dans ses conséquences. Vaut-il mieux sécuriser un gain immédiat ou préserver un mécanisme qui, bien que précaire, a déjà commencé à produire de la stabilité? Les partisans d'une acceptation rapide de l'offre américaine avancent d'abord un argument sécuritaire. Face à l'intensité des attaques armées et à l'usure des troupes locales, refuser une aide technologique de pointe serait, selon eux, irresponsable. Drones plus performants, renseignements satellitaires et logistique éprouvée pourraient sauver des vies à court terme. Dans cette lecture, l'urgence prime. Chaque semaine perdue sans renfort extérieur accroît les risques pour les soldats et les civils exposés. Ibrahim Traoré serait alors confronté à un dilemme moral entre principe de souveraineté et protection immédiate des populations. Un second argument insiste sur la dimension institutionnelle. Certains analystes occidentaux estiment que, malgré ces exigences, un partenariat avec Washington offrirait un cadre plus prévisible que des coopérations jugées opaques avec d'autres acteurs. Il souligne que les alliances alternatives n'excluent pas non plus des contreparties économiques, parfois moins visibles. Miser sur les États-Unis permettrait, selon eux, d'inscrire la coopération dans des standards connus, avec des mécanismes de suivi plus formalisés et une capacité de pression internationale en cas de dérive sécuritaire majeure. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. La pression opérationnelle est réelle et la transparence des partenariats est une question légitime. Pourtant, la réponse formulée par les autorités sahéliennes s'appuie sur des éléments concrets. D'une part, les données récentes montrent que la reconquête territoriale a progressé sans appui militaire occidental structurant, avec des effets mesurables sur la stabilité humaine. D'autre part, l'architecture même de l'offre américaine posait problème. Absence de validation parlementaire, couloirs logistiques autonomes et accès direct aux ressources minières sans encadrement étatique. La différence ne tient donc pas seulement aux partenaires, mais à la nature du lien proposé. Là où certains accords alternatifs laissent aux États un contrôle progressif des chaînes de production et de décision, l'offre américaine concentrait trop de leviers en dehors des institutions nationales. Pour Ibrahim Traoré, accepter cette logique revenait à fragiliser la capacité future de négocier et d'arbitrer. Ainsi, le débat ne se résume pas à choisir entre sécurité et souveraineté. Il oppose deux conceptions du risque. L'une accepte une dépendance immédiate pour réduire l'incertitude du présent. L'autre parie sur une autonomie imparfaite mais maîtrisée pour éviter des vulnérabilités plus profondes à moyen terme. La réponse sahélienne, qu'on la partage ou non, s'inscrit dans cette seconde logique. Cette phrase résume le basculement qui s'opère au cœur du dossier. Jusqu'ici, le débat semblait opposer urgence sécuritaire et prudence diplomatique. En réalité, la décision porte sur la structure même du pouvoir économique et industriel. Au moment où l'offre américaine est suspendue, une autre dynamique est déjà à l'œuvre en arrière-plan, moins visible mais potentiellement plus déterminante pour l'avenir du Sahel. Depuis plusieurs semaines, une délégation conjointe russo-chinoise mène des discussions discrètes avec les autorités sahéliennes. Contrairement à l'approche américaine, aucune exigence immédiate d'accès aux mines n'est formulée. Il n'y a ni contrat calibré pour une signature rapide, ni échange direct ressources contre équipement. L'offre repose sur un principe différent.
le codéveloppement progressif d'un complexe militaro-industriel sur sol africain, avec un transfert de compétences étalé dans le temps. Ce point change la lecture stratégique. À court terme, le rendement est plus lent et moins spectaculaire. Mais à moyen terme, la chaîne de production des munitions aux drones tactiques resterait sous juridiction sahélienne. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario n'élimine pas les risques, mais il déplace le centre de gravité. Il ne s'agit plus de recevoir, mais d'apprendre à produire, même imparfaitement. La révélation médiane est là. Le refus de l'offre américaine n'est pas un vide, mais un choix orienté vers une autonomie industrielle graduelle. Ce n'est pas un rejet de toute coopération, c'est une redéfinition de ce que coopérer signifie. À partir de ce point, les conséquences deviennent concrètes, mesurables et différenciées selon les acteurs concernés. Pour les institutions nationales, le choix opéré redéfinit les marges de manœuvre budgétaires. En maintenant le contrôle des ressources minières, l'État conserve la capacité d'arbitrer entre dépenses militaires, services sociaux et investissements productifs. Cette autonomie reste fragile car elle dépend des cours mondiaux et de la sécurité des sites d'extraction. Toutefois, elle évite l'installation de mécanismes parallèles échappant au contrôle fiscal. Pour Ibrahim Traoré, cet équilibre imparfait vaut mieux qu'un afflux rapide de matériel conditionné à une perte de souveraineté décisionnelle. Du côté des entreprises locales, notamment dans le secteur minier, l'impact est immédiat mais contrasté. Certaines firmes voyaient dans l'offre américaine une opportunité d'infrastructure logistique rapide en échange de concessions. La suspension des discussions a gelé plusieurs projets d'extension, alimentant une incertitude à court terme. En parallèle, des propositions de coentreprises alternatives commencent à circuler, promettant un modèle plus inclusif mais plus lent à mettre en place. Ce décalage temporel pèse sur l'emploi et la visibilité des investissements, tout en ouvrant la perspective d'une montée en compétences locales. Pour les populations civiles, les conséquences se mesurent d'abord en termes de sécurité quotidienne. Dans les zones où le contrôle territorial s'est renforcé, la baisse des déplacements internes a permis la réouverture de marchés et le retour progressif des services de vermise de base. À l'inverse, toute fragilisation logistique se traduit rapidement par des fermetures, des exodes et une hausse des prix. Le refus d'une aide conditionnée est perçu différemment selon les territoires. Dans les zones rurales, il est souvent associé à la préservation de l'autonomie nationale. Dans certains centres urbains, l'impatience grandit face aux pénuries et aux tensions inflationnistes. À l'échelle régionale, enfin, la décision sahélienne produit un effet d'entraînement. Des pays voisins observent attentivement la capacité de l'Alliance du Sahel à maintenir sa trajectoire sans soutien occidental structurant. Des discussions similaires émergent ailleurs, notamment autour de la renégociation d'accords sécuritaires et miniers. Ce mouvement lent mais perceptible esquisse une cartographie géopolitique plus fragmentée, moins centrée sur un seul pôle d'influence. Ces quatre niveaux montrent que la décision ne génère ni gain immédiat uniforme ni perte instantanée généralisée. Elle redistribue les coûts et les bénéfices dans le temps. Pour Ibrahim Traoré et ses partenaires, l'enjeu n'est pas d'éviter toute difficulté, mais de choisir celle qu'ils jugent maîtrisable. C'est cette redistribution des risques qui prépare désormais le débat sur les trajectoires possibles à moyen terme. Dans le scénario de base, l'Alliance du Sahel maintient le gel de l'offre américaine tout en poursuivant une diversification prudente de ses partenariats. Les coopérations non alignées se renforcent progressivement, notamment sur les volets énergétiques et logistiques, sans rupture diplomatique frontale avec les chancelleries occidentales. Sur le terrain, les opérations militaires continuent à un rythme soutenu mais inégal, avec des gains localisés et des zones toujours contestées.
L'économie absorbe le choc par ajustements successifs. Certaines aides budgétaires sont reconsidérées, mais des mécanismes alternatifs compensent partiellement. Cette trajectoire n'apporte pas de solution spectaculaire. Elle stabilise un équilibre fragile en laissant le temps jouer en faveur d'une autonomie graduelle. Dans le scénario optimiste, le refus de l'accord américain agit comme un levier stratégique. La clarté de la ligne rouge posée accélère des partenariats plus équilibrés fondés sur le transfert de compétences et la production locale. Un complexe industriel de défense commence à émerger, même à capacité réduite, amorçant une montée en compétences techniques. Les recettes minières sont partiellement sécurisées par de nouveaux mécanismes régionaux de transparence, renforçant la crédibilité budgétaire. La stabilité intérieure s'améliore dans plusieurs zones, ce qui réduit les déplacements forcés et relance les échanges locaux. À moyen terme, un modèle sahélien de coopération conditionné par le contrôle national prend forme, attirant l'attention d'autres pays de la région. Le scénario dégradé repose sur des répliques silencieuses. Sans confrontation ouverte, des pressions indirectes s'accumulent. Gel d'actifs ciblés, campagne médiatique défavorable, ralentissement des flux financiers et isolement diplomatique progressif. Ces contraintes fragilisent l'économie réelle, accentuent l'inflation et réduisent la capacité de l'État à soutenir l'effort sécuritaire. Les groupes armés exploitent les zones d'incertitude, regagnant du terrain. La défiance sociale augmente, nourrie par l'usure du conflit et le sentiment d'isolement. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une condition centrale. Refuser un partenariat jugé toxique ne suffit pas. Il faut, dans le même mouvement, construire une alternative crédible, lisible et mesurable. La différence entre stabilisation et fragmentation tient moins au refus initial qu'à la capacité d'organiser ce qui vient après, sans précipitation ni illusion de solution miracle. Pour une première catégorie de public, notamment les citoyens vivant dans les zones rurales, ces choix stratégiques se traduisent par une attente simple, la continuité. Quand le contrôle territorial se maintient, les marchés rouvrent, les déplacements reprennent et les réseaux communautaires se reforment. À l'inverse, chaque rupture logistique se ressent immédiatement. Pour eux, la question n'est pas de savoir quel partenaire est choisi, mais si la sécurité permet de cultiver, commercer et circuler sans crainte. La stratégie actuelle est jugée acceptable tant qu'elle protège cette normalité minimale. Pour les habitants des centres urbains, le regard est plus ambivalent. Les pénuries d'énergie, la hausse des prix et la pression inflationniste rendent le coût d'un isolement prolongé tangible. Beaucoup comprennent les arguments de souveraineté, mais s'inquiètent de leur traduction économique à court terme. Le débat se déplace alors vers la capacité de l'État à amortir les chocs, à expliquer ses choix et à montrer des résultats concrets dans la vie quotidienne. Sans ces signaux, la patience s'érode rapidement. Un troisième groupe concerne les acteurs économiques locaux, entrepreneurs, commerçants et cadres techniques. Pour eux, l'enjeu est la visibilité. Les décisions prises aujourd'hui déterminent l'accès futur au financement, aux infrastructures et aux partenariats. Un modèle fondé sur le co-développement industriel peut ouvrir des perspectives de montée en compétences, mais il exige du temps et de la stabilité réglementaire. L'incertitude actuelle freine certains projets, tout en poussant d'autres acteurs à se repositionner sur des logiques plus locales. Enfin, pour les jeunes diplômés et les étudiants, la question est profondément générationnelle. Ils observent si les choix de souveraineté débouchent sur des emplois qualifiés ou se limitent à des discours. Leur adhésion dépendra moins des alliances affichées que des opportunités réelles créées. À ce stade, la stratégie sahélienne est perçue comme une promesse conditionnelle.
Ainsi, pour le spectateur, l'enjeu n'est pas abstrait. Il se mesure en sécurité ressentie, en pouvoir d'achat, en perspective professionnelle. C'est à cette échelle humaine que les décisions stratégiques seront en définitive jugées. Une première étape consisterait à formaliser un moratoire clair sur toute négociation, accordant un accès direct aux ressources sans cadre légal partagé. L'objectif n'est-il pas de fermer la porte, mais de gagner du temps institutionnel pour définir des règles communes. Cette phase permettrait de réduire l'incertitude et d'envoyer un signal lisible aux partenaires, tout en évitant des engagements irréversibles pris sous pression. Pour Ibrahim Traoré, ce temps gagné est déjà une ressource stratégique. La deuxième étape viserait la mise en place d'un mécanisme interétatique au sein de l'Alliance du Sahel, chargé de superviser les accords de sécurité et d'extraction. Piloté conjointement par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ce dispositif inclurait des audits réguliers et des indicateurs publics simples. L'enjeu serait de restaurer une capacité de contrôle collectif afin que les décisions ne reposent pas sur des arrangements bilatéraux fragiles ou opaques. Troisièmement, l'accélération d'un fonds souverain régional, alimenté par une part fixe des revenus miniers, permettrait de financer l'effort sécuritaire sans dépendre exclusivement de livraisons extérieures. Ce fonds agirait comme amortisseur budgétaire et comme outil de planification à moyen terme. Sa gouvernance serait un test clé de crédibilité, tant auprès des populations que des partenaires internationaux. Quatrièmement, un programme de co-développement industriel ciblé pourrait être lancé avec des objectifs mesurables mais progressifs. Il ne s'agirait pas de tout produire immédiatement, mais d'identifier des segments réalistes, munitions légères, maintenance de drones, logistique de base pour construire une autonomie incrémentale. Cette approche privilégie l'apprentissage à la performance immédiate. Enfin, l'ouverture d'un canal de dialogue citoyen régulier compléterait le dispositif. Expliquer les choix, écouter les critiques et ajuster les priorités renforcerait la cohésion nationale dans un contexte de conflit prolongé. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle transforme un refus en projet structuré. C'est à cette condition que la décision d'Ibrahim Traoré peut devenir un levier durable plutôt qu'un pari isolé. Dans un bureau faiblement éclairé de l'est du Burkina Faso, le commandant Zongo consulte une carte annotée à la main. Les lignes rouges marquent les zones récemment sécurisées. Les points sombres indiquent les fragilités persistantes. Depuis la suspension de l'offre américaine, il a réorganisé ses équipes et renforcé les circuits logistiques internes, conscient qu'aucun soutien providentiel ne viendra combler leurs failles. Sur une table voisine, un drone tactique modifié attend sa maintenance, moins performant que les modèles de pointe, mais compris et réparé localement. Cette scène résume le choix en cours. Elle parle de lenteur assumée, de contrôle imparfait mais maîtrisé. Pour Ibrahim Traoré, ce type d'autonomie n'est ni spectaculaire ni immédiate, mais elle évite la dette politique des stratégiques. Le rappel est simple. Chaque outil fabriqué ou entretenu sur place renforce la capacité de décider sans contrainte extérieure. La conclusion émotionnelle tient dans cette patience contrainte. Mieux vaut une progression lente qu'une accélération imposée. Ce n'est pas un refus de l'aide en soi, mais une préférence pour un chemin que l'on peut ajuster. À travers Zongo et ses hommes, le choix prend un visage humain, loin des contrats abstraits. Et il pose une question durable. Combien de temps faut-il accepter d'attendre pour rester maître de sa trajectoire? Ce récit ne cherche pas à désigner un camp à soutenir, mais à inviter à regarder au-delà de l'instant. Les décisions prises aujourd'hui au Sahel dépassent les mandats politiques et les cycles diplomatiques. Elles toucheront les écoles qui seront construites, les métiers qui émergeront, les récits
transmis aux générations suivantes. Dans cette perspective, le choix porté par l'Alliance du Sahel et assumé publiquement par Ibrahim Traoré devient un cas d'étude plus large sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la maîtrise de leur avenir. Pour le public, l'enjeu est aussi informationnel. Comprendre les termes réels des partenariats, interroger les conditions cachées, comparer les trajectoires possibles permet de sortir des lectures simplistes. La souveraineté n'est ni un slogan ni une posture figée. Elle se construit par des arbitrages concrets, souvent coûteux, parfois impopulaires, mais toujours structurants. L'appel est donc modeste et ouvert: observer, questionner, débattre sans caricature. Demander quels compromis sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Suivre les faits, leurs effets et les corriger quand il dévient. Si la souveraineté commence quelque part, c'est peut-être dans cette vigilance partagée et durable.